Non, ce n'est pas une méthode miracle. Alors, sans rien produire certes, mais pas sans travailler. Je fais cette vidéo pour essayer d'apaiser une certaine tension et un sentiment d'urgence que je peux ressentir, et peut-être vous aussi. Cette promesse que je vous fais est le résultat du constat qui suit. Le constat que je fais aujourd'hui, après quelques années à expérimenter le chemin de l'autonomie, ce constat est le suivant. C'est impossible d'être autonome. Après, cette affirmation est à moduler selon ce qu'est pour vous l'autonomie. Mais si on est d'accord pour dire qu'être totalement autonome, c'est n'avoir à faire aucune dépense, voire ne faire aucun commerce ou troc, alors je me répète, c'est impossible. Je pense qu'il n'y a pas besoin de démonstration pour admettre cela. S'il est impossible d'être autonome, qu'en est-il de l'idée d'être plus autonome? Envisager l'autonomie alimentaire, c'est être plus autonome, puisque l'autonomie alimentaire est une partie de l'autonomie. Ça devrait être plus facile, non? Pourtant, j'en viens à l'idée que c'est contre-productif que de vouloir l'être. J'ai choisi de prendre pour exemple l'autonomie alimentaire car c'est souvent celle qui est mise en avant et celle qui a le pouvoir, me semble-t-il, de rassurer le plus l'apprenti autonomiste. Face au désordre de notre monde actuel et pour apaiser les peurs qu'il suscite en nous, nous avons envie de reprendre un peu de pouvoir sur notre alimentation et souhaitons moins dépendre d'un système qui nous sommes de plus en plus défaillants. Poussés par les promesses de la permaculture et le fantasme des jardins-forêts, reprendre le pouvoir sur notre alimentation nous semble à portée de main, voire facile. Alors attention, je ne dis pas que la permaculture et les jardins-forêts nous mentent. Je dis que ça semble facile, que ça me semble facile. Malheureusement, la réalité est moins généreuse et produire sa nourriture est loin d'être si facile. Il faudra déjà passer par une phase de désenchantement, en comprenant que ce n'est pas un potager qui nourrit un individu et encore moins une famille. Comment produire ces céréales et légumineuses qui représentent la plus grande part énergétique de notre alimentation? Et qu'en est-il de notre efficacité de paysans débutants face aux machines et à l'énergie encore bon marché, quoi qu'on en dise à la pompe? Il faut être réaliste. En voulant produire une partie de ma nourriture en amateur, je fais chuter ma rentabilité. Alors je sais que ce mot ne sonne pas très bien, mais on pourrait simplement le remplacer par efficacité. Prenons l'exemple d'un dentiste ou d'un médecin. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il perdrait en rentabilité s'il consacrait la moitié de son temps à vouloir produire sa nourriture plutôt qu'à faire des consultations. Il a tout intérêt à acheter sa nourriture. Si on prend en compte le prix de la nourriture et le fait que beaucoup de producteurs ont du mal à joindre les deux bouts, il semblerait que ce secteur ne soit pas très rémunérateur. Allez voir la vidéo de Jean Covici, l'agriculture 2% du PIB français. Concernant l'exemple précédent, vous allez me dire que j'ai choisi une profession d'élite et que l'équation est sûrement différente avec un salarié payé au SMIC. Eh bien, c'est pas si sûr. Un employé au SMIC a plutôt intérêt de développer une seconde activité dans un domaine qu'il maîtrise bien plutôt que de perdre son temps à cultiver un potager ou élever quelques volailles. Tant que l'énergie reste bon marché, les machines sont plus efficaces. Mais alors, si on ne peut pas reprendre la main sur notre alimentation, comment pourrait-on être plus autonome et résilient sans rien produire nous-mêmes? Eh bien, simplement en laissant produire les autres. Mais pas n'importe quels autres. Je crois aujourd'hui qu'il est bien plus efficace d'acheter sa nourriture directement à un producteur qui a déjà une caisse à outils bien remplie, outils qui lui permettent d'être plus efficace. C'est la première clé pour être plus résilient. Il faut abandonner l'idée de se fournir via des intermédiaires. Nous devons entrer en relation directe avec les producteurs pour créer notre réseau, au moins sur les denrées les plus importantes. Voici quelques étapes pour y parvenir. Commencez par rechercher les producteurs locaux de votre région. Alors vous pouvez utiliser des ressources en ligne comme les annuaires de fermes locales ou les sites web des marchés fermiers. Pour trouver des informations sur les agriculteurs, les maraîchers, les éleveurs et autres producteurs locaux. Les événements locaux tels que les foires agricoles, les ateliers de jardinage ou les conférences sur l'agriculture durable sont autant d'occasions pour découvrir les producteurs autour de chez vous. Selon moi, la meilleure approche pour entrer en contact avec les producteurs, c'est de visiter les exploitations et de fréquenter les marchés fermiers et marchés en général. Mais sur les marchés classiques, soyez vigilants.
Dans un premier temps, il est possible que vous vous fassiez arnaquer par des revendeurs qui se disent producteurs. Mais après quelques discussions et quelques questions bien ciblées, vous les démasquerez vite. Suivez cet exemple. Bonjour monsieur, vous produisez tout ce que vous vendez? Bien sûr, je suis producteur. Ah, mais alors comment vous faites pour avoir des tomates en hiver? J'ai des serres, voyons. Ah, ça doit être intéressant de comprendre comment vous faites. C'est possible de visiter votre ferme? Ah, désolé, non, c'est pas possible. Négation suivie souvent d'arguments plus ou moins bidons. Vous comprenez l'idée? C'est un exemple grossier, mais en discutant et en posant des questions simples, vous serez vite fixé sur la sincérité du dit producteur. Sachez qu'en général, les producteurs sérieux sont fiers de leurs produits et aiment discuter sur leur méthode. C'est l'occasion d'en savoir plus sur leur entreprise, leurs produits et leurs pratiques agricoles. Posez des questions sur leur offre, leur saison de récolte, leur méthode de culture ou d'élevage et leur engagement envers la durabilité. Si vous avez des compétences ou des ressources à partager, envisagez de proposer des partenariats aux producteurs locaux. Par exemple, vous pourriez offrir de l'aide bénévole lors des périodes de récolte ou de plantation, ou partager vos connaissances en marketing, par exemple, pour aider à promouvoir leurs produits. En proposant un service utile pour le producteur, vous passez devant le client lambda et le producteur se rappellera d'autant de vous que vous lui rendez service. Je vous invite à trouver un producteur pour la viande, les produits laitiers, les légumes. Vous devriez rapidement trouver votre bonheur, mais c'est loin de couvrir tous nos besoins alimentaires. Pour les céréales brutes, il faudra faire la démarche de trouver une ferme et d'aller leur rendre visite. Alors il est possible que l'exploitant ne vous ouvre pas ses portes du premier coup, car il peut être surpris par votre démarche. N'hésitez pas à expliquer ce qui vous motive. Pour les céréales transformées, cherchez des moulins près de chez vous. Il sera aussi très rassurant de connaître et de commercer avec un paysan boulanger. Plus votre recherche se fera sur des produits transformés, plus elle sera difficile. Oui, vous imaginez bien que votre producteur de chips goût bacon préféré ne va pas ouvrir ses portes comme ça. Il va vous dire « Fais comme tout le monde, va pousser ton caddie chez Carrefour ». Mais en cas de rupture de la normalité, je pense que vous accepteriez volontiers de vous passer de vos chips. Pour le moment, pour les produits plus transformés, je traite avec des grossistes. Un exemple, on consomme encore du sirop d'agave. Au lieu de l'acheter à la Biocoop, on passe directement via le grossiste et on prend un bidon de 25 litres. On en arrive à la seconde clé pour être plus résilient et autonome. C'est le stockage. Il faut voir le stockage comme une batterie. Au même titre que la batterie vous alimente en électricité quand le réseau est coupé, le stock se conçoit de la même façon. Il couvrira vos besoins alimentaires quand les rayons seront vides. Avant d'acheter des kilos de pâtes et de riz, déterminez vos besoins alimentaires et ceux de votre famille. Prenez en compte les allergies alimentaires, les préférences et les restrictions alimentaires. Calculez également la quantité de nourriture nécessaire pour couvrir vos besoins pendant une période donnée. Sachez aussi que pour un homme adulte, l'apport conseillé en énergie est en moyenne de 2400 à 2600 calories par jour selon l'activité. Pour une femme adulte, il est de 1800 à 2200 calories. Ce qui veut dire qu'il faut stocker de la calorie en priorité. Le gras, c'est la vie. Alors je ne vais pas vous faire une liste de tous les produits à stocker. Il y a plein de vidéos qui peuvent vous inspirer. Gardez à l'esprit quelques grands principes. Optez pour des aliments qui ont une durée de conservation prolongée. Cela peut inclure des produits en conserve, des aliments lyophilisés, des céréales, des légumineuses, des pâtes, du riz, de l'huile, du sucre, du sel et des épices. Évitez les produits périssables et frais. Utilisez le principe du premier entrée, premier sorti. Assurez-vous que les aliments les plus anciens sont consommés en premier pour éviter la détérioration due à une longue période de stockage. Stockez de l'eau potable en quantité suffisante. En gros, c'est 3 litres par personne par jour. Et envisagez des méthodes de purification de l'eau au cas où votre approvisionnement en eau serait interrompu. Après, c'est comme pour le reste. Vous commettrez des erreurs comme j'ai pu en faire en voulant stocker de trop gros volumes. Je vous donne un exemple.
j'ai acheté un sac de 25 kg de polenta, bah, ça fait 3 ans qu'on le traîne. Et il y a fort à parier que la céréale est un peu perdue de ses qualités nutritionnelles. Si vous commencez, limitez-vous à des sacs de 5 kg, vous ajusterez avec le temps. Pour la zone de stockage, sachez que les aliments doivent être stockés dans un endroit frais, sec et sombre, de préférence à l'abri de la lumière directe du soleil. Si vous n'avez pas de cave, utilisez une pièce de votre maison en évitant la proximité de la salle de bain. Pour le stockage, en gros, on a 2 types de barils. Les barils bleus étanches en plastique et les barils en fer blanc. Pour le stockage en portions, faites les foires à tout pour trouver des lots de bocaux type le parfait et investissez éventuellement dans une sous-videuse. Je ne préconise pas la stratégie de la conservation très longue durée. Il me semble plus sûr de se limiter à un stock pour l'année. Un stock demande à être renouvelé pour ne pas trop perdre les qualités nutritionnelles et pour s'ajuster en fonction de ses envies et des disponibilités. Le stock demande à être suivi et l'envisager sur l'année vous occupera déjà suffisamment. Sachez qu'en cas de problème, ce n'est pas le potager ou le poulailler qui vous aidera dans les premiers temps, c'est le stock que vous aurez su constituer. Alors si vous envisagez l'autonomie pour répondre à l'angoisse de l'effondrement, oubliez le potager et commencez à faire des réserves. J'en viens à la 3e clé qui me semble importante pour être plus résilient, c'est la cuisine. Alors si vous me suivez, vous savez que je travaille à installer une cuisine pro. Rassurez-vous, pour être plus résilient, votre cuisine personnelle suffira. L'apprentissage de la cuisine et de la préparation des aliments peut considérablement améliorer votre autonomie alimentaire de plusieurs façons. En cuisinant vous-même, vous avez un contrôle total sur les ingrédients que vous utilisez. Vous pouvez choisir des aliments de haute qualité, frais et locaux, ce qui améliore la qualité de votre alimentation et vous permet de mieux comprendre ce que vous consommez. Vous pouvez optimiser l'utilisation des ingrédients et réduire le gaspillage alimentaire. Vous saurez comment utiliser les restes et les ingrédients qui approchent de leur date de péremption pour éviter de jeter la nourriture. Si vous avez des besoins alimentaires spécifiques comme des allergies, des restrictions alimentaires ou des préférences alimentaires particulières, la cuisine maison vous permet de préparer des repas qui répondent à vos besoins de manière précise. Si vous avez bien développé la première clé, vous avez à présent l'occasion d'acheter des cagettes pleines de légumes à bon prix parce que, je sais pas, des légumes arrivent en limite de conservation, ils ont des défauts, ils sont déclassés. Alors vous pouvez aussi acheter des caisses de viande à très bon prix directement chez l'éleveur. Vos occasions d'avoir de la nourriture de qualité à bon prix et en quantité se multiplient. Mais il faut être en mesure de transformer toute cette nourriture et de lui offrir des bonnes conditions de conservation. Votre cuisine est-elle suffisamment bien équipée pour transformer les aliments et ce en grande quantité? Avez-vous de quoi faire des conserves, de quoi sécher? Votre réfrigérateur est-il suffisamment grand? Avez-vous un congélateur? Avez-vous des casseroles et autres ustensiles assez grands pour cuisiner des volumes importants? En cuisinant les produits locaux, vous vous donnez aussi l'occasion de rendre service aux producteurs souvent confrontés au gaspillage. Alors parce qu'ils n'ont pas le temps de valoriser leurs invendus, parce qu'ils jettent leur production faute de débouchés, parce qu'ils déclassent les produits qui ne sont pas conformes à certains modes de distribution. Bref, la liste est longue. Pourquoi ne pas leur proposer de transformer pour eux et de partager les bénéfices? Les producteurs ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier de vos transformations. Pensez à votre entourage de proximité. C'est l'occasion de renforcer les liens de votre réseau. Maintenant que vous savez qu'il n'y a pas forcément besoin de produire pour être plus résilient, vous pouvez vous demander s'il y a un intérêt à le faire. Mais pour ma part, je ne vais pas arrêter le jardin, ni d'aménager mon terrain toujours dans cette optique d'abondance. Si je fais cette vidéo, c'est pour apaiser l'urgence que l'on peut ressentir face au désordre de notre société. J'ai moi-même commis d'innombrables erreurs à cause de ce sentiment d'urgence. Si vous vous mettez à produire trop tôt, vous allez considérablement faire chuter votre efficacité. Or, nous avons besoin de conserver notre efficacité pour justement concevoir, aménager et installer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes. Quand vous aurez mûrement réfléchi votre projet dans sa globalité,
que vous aurez mis en place vos outils, alors vous pourrez commencer à produire. Moi, je me retrouve à produire, entretenir, concevoir et aménager en même temps. C'est vraiment pas la meilleure méthode. À bientôt!